Salut à tous les passionnés de belle mécanique et bienvenue dans ce Deep Dive, spécialement concocté pour vous, fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on met les gaz et on part à la découverte d'une véritable légende automobile, la Jaguar Type-E. Préparez-vous, on a déniché des pépites d'informations, des anecdotes croustillantes et des analyses pointues qui vous feront voir cette voiture iconique sous un nouveau jour. Ah, la Tipeee. Une voiture qui fait toujours autant rêver, même des décennies après sa création. On va essayer de comprendre pourquoi elle est devenue un mythe. Exactement, on a rassemblé des sources vraiment variées, des spécifications techniques, des récits historiques, des témoignages de ceux qui ont eu la chance de la conduire et même quelques avis divergents. Mais pour commencer, je vous propose de remonter le temps direction le salon de l'auto de Genève en 1961. Un moment clé pour la Tipeee. Son apparition a fait sensation, un véritable coup de foudre pour le public et la presse. Imaginez la scène, la Type se dévoile sous les projecteurs. Et là, c'est l'explosion. On raconte même qu'Enzo Ferrari, le grand rival de Jaguar, l'aurait qualifié de plus belle voiture jamais créée. Vrai ou pas, cette anecdote en dit long sur l'impact immédiat de la Type P. Oui, c'est une légende tenace, et elle reflète bien l'aura de la Tipeee. Mais au-delà de sa beauté, il y a aussi son prix étonnamment abordable pour l'époque. Jaguar a réussi à proposer une voiture performante et élégante, accessible à un public plus large que ses concurrentes comme Ferrari ou Aston Martin. C'est vrai. La Type démocratise en quelque sorte le rêve de la voiture de sport. Mais attention, accessible ne veut pas dire simpliste. Derrière ces lignes fluides se cache une mécanique sophistiquée directement héritée des Jaguars de compétition, notamment la Type D, qui a remporté les 24 heures du Mans à plusieurs reprises. Absolument. D'ailleurs, la Tipeee a elle-même connu une carrière sportive inattendue. Au départ, elle n'était pas conçue pour la course. Mais face à l'engouement pour la catégorie GT de la FIA Jaguar, a décidé de la lancer sur les circuits. Et là, les choses se compliquent un peu, non? On imagine que la Tipeee, aussi belle soit-elle, n'était pas forcément taillée pour la compétition dès le départ. En effet, sur les circuits britanniques, la Tipeee a remporté quelques succès. Mais face aux Ferrari sur des tracés plus rapides, comme au Mans, elle a montré ses limites. C'est intéressant. On voit que la Tipeee, malgré ses gènes sportifs, n'était pas une bête de course dès sa conception. Exactement. C'est ce qui a poussé Jaguar à développer une version spéciale pour la compétition, la Tipeee Lightweight. Une voiture allégée grâce à une carrosserie en aluminium, un habitacle dépouillé et un moteur préparé. Une véritable transformation pour la rendre plus compétitive. Mais avant de parler de Tipeee sur les circuits, j'aimerais qu'on revienne à la version de série, celle que les gens pouvaient s'offrir à l'époque. Parlons un peu de l'expérience de conduite, de ce que ça faisait de prendre le volant d'une Tipeee dans les années 60. Ah, la conduite d'une Tipeee. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui divise encore les passionnés aujourd'hui. Oui, on a lu des témoignages assez contrastés. Certains la décrivent comme une voiture exaltante, puissante, un véritable plaisir à conduire. D'autres évoquent des défauts, des caprices, une voiture pas toujours facile à dompter. C'est vrai, il faut dire que la Type U, surtout les premiers modèles, avait un caractère bien trempé. Prenons par exemple le moteur 3 Clef, une véritable bombe pour l'époque, capable de propulser la Type E à plus de 240 km/h. Mais il fallait savoir le maîtriser. On imagine que la puissance brute de ce moteur devait être impressionnante. Mais il n'y avait pas que le moteur, n'est-ce pas? On a entendu parler de la fameuse boîte de vitesse Moss, qui avait la réputation d'être assez capricieuse. Ah, la boîte Moss, un élément incontournable de la légende Type. Il faut savoir qu'à l'époque, les boîtes de vitesse n'étaient pas aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. Et la boîte Moss sur les premières Type n'avait pas de synchronisation sur le premier rapport. Pas de synchronisation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la conduite? Ça veut dire que pour passer le premier rapport, il fallait avoir un coup de main particulier, un peu comme sur les voitures de course. Il fallait faire patiner l'embrayage, jouer avec le régime moteur pour éviter les craquements et les à-coups. Un véritable défi pour les conducteurs novices. Donc la boîte Moss, c'était un peu la bête noire de la Type 1. Disons qu'elle demandait une certaine expertise, une habitude des voitures sportives de l'époque. Ce n'était pas une boîte automatique, il fallait s'impliquer dans la conduite, mais c'était aussi ce qui faisait le charme de la Tipeee, ce côté brut sans assistance. C'est vrai. On sent que la Type 1 était une voiture pour les vrais passionnés, ceux qui aimaient la mécanique et les sensations fortes. Mais il n'y avait pas que la boîte de vitesse qui posait problème, n'est-ce pas? On a lu des critiques sur les freins, le confort, la fiabilité. Oui, la Tipeee n'était pas exempte de défauts. Les freins, par exemple, n'étaient pas toujours à la hauteur de la puissance du moteur. Et puis l'habitacle était assez exigu, surtout pour les grands gabarits. Donc une voiture de sport dans toute sa splendeur, avec ses qualités et ses défauts. Mais malgré tout, la Tipeee a connu un succès phénoménal. Et ce succès, il s'explique aussi par l'évolution de la voiture au fil des années. On parle souvent des séries 1, 2 et 3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes différences entre ces versions?
Avec plaisir. Il faut savoir que la Type a été produite pendant 14 ans, de 1961 à 1975. Et pendant cette période, Jaguar a apporté de nombreuses modifications pour améliorer la voiture, mais aussi pour s'adapter aux nouvelles réglementations, notamment aux États-Unis. C'est vrai. Le marché américain a joué un rôle important dans l'évolution de la Type. Tout à fait. Mais commençons par la série 1, le modèle original. C'est la Type la plus pure, la plus authentique, celle qui a lancé le mythe. Elle est reconnaissable à ses phares, sous bulle son tableau de bord en aluminium et son habitacle dépouillé. La série 1, c'est un peu le Saint Graal pour les collectionneurs, non? Absolument, c'est la Type la plus recherchée, la plus cotée sur le marché. Mais c'est aussi une voiture qui demande un certain entretien, une certaine expertise. On imagine. Mais parlons maintenant de la série 2. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la série 1? La série 2, c'est une évolution importante de la Type. Elle est apparue en 1968 et elle a apporté de nombreuses améliorations, notamment au niveau du confort et la fiabilité. Jaguar a écouté les critiques et a essayé de rendre la Type plus facile à vivre au quotidien. Concrètement, quelles sont les modifications les plus importantes? On peut citer par exemple l'arrivée de phares ouverts, plus efficaces et plus conformes aux normes américaines. Jaguar a aussi revu le système de refroidissement pour éviter les problèmes de surchauffe. Et puis l'habitacle a été légèrement agrandi pour offrir plus d'espace aux passagers. Donc une hippie plus civilisée, plus confortable, mais toujours aussi performante. Exactement. Jaguar a réussi à moderniser la Type sans trahir son esprit sportif. Et la série 3? C'est la dernière évolution de la Type, n'est-ce pas? Oui, la série 3 est apparue en 1971 et elle marque un tournant dans l'histoire de la Type. C'est la version la plus puissante, la plus luxueuse, mais aussi la plus controversée. Pourquoi controversée? Parce que Jaguar a fait des choix radicaux, notamment au niveau du moteur. Fini le 6 cylindres en ligne, place au V12. Un moteur plus puissant, plus coupleux, mais aussi plus lourd et plus complexe. Le V12, c'est un peu la marque de fabrique des voitures de luxe. Non. Est-ce que la Type série 3 est devenue une voiture plus bourgeoise, moins sportive? C'est une question intéressante. Il est vrai que la série 3 est plus lourde, plus imposante que les précédentes. Mais elle conserve un tempérament sportif grâce à son V12 puissant et à sa tenue de route toujours aussi efficace. Donc une Type plus mature, plus aboutie, mais qui divise les puristes. Oui, on peut dire ça comme ça. La série 3 est une Type différente, plus moderne, mais qui a su conserver l'esprit de la voiture originale. C'est passionnant de voir comment la Type a évolué au fil des années en s'adaptant au goût du public et aux contraintes techniques. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur cette voiture mythique. Oui, on a à peine effleuré la surface. Il nous reste à explorer la carrière sportive de la Type, à analyser son impact sur le design automobile, à comprendre pourquoi elle continue de fasciner les passionnés aujourd'hui. Exactement. On se retrouve très vite pour la suite de notre deep dive consacré à la Jaguar Type-E. Et on continue notre exploration de l'univers fascinant de la Type. On a vu que cette voiture était bien plus qu'une simple sportive. Elle a évolué, s'est adaptée et a même connu une carrière sur les circuits. Absolument. Et c'est justement cet aspect qui me fascine. Comment une voiture conçue pour la route a-t-elle pu se frotter au bolide de course? On imagine que l'adaptation n'a pas dû être simple. Vous avez raison. La Type n'était pas prévue pour la compétition à sa sortie. Mais le vent a tourné quand la FIA a créé la catégorie GT, ouvrant la porte aux voitures de série modifiées. Et là, Jaguar a senti le potentiel de la Type. C'est intéressant. C'est donc la création de cette catégorie qui a poussé Jaguar à se lancer dans la course. Oui, on peut le dire. Jaguar avait déjà une riche histoire en compétition avec la Type D, et ils ont vu dans la Type une opportunité de renouer avec le succès sur les circuits. Et comment s'est passée cette adaptation à la course? Est-ce que la Type a tout de suite brillé? Les débuts ont été prometteurs, notamment sur les circuits britanniques. La Type, avec son aérodynamique soignée et son moteur puissant, a remporté quelques belles victoires. Mais sur les circuits plus rapides, comme au Mans, elle a vite montré ses limites face à la concurrence, notamment les Ferrari. C'est logique. On imagine que la Type de série, même performante, n'était pas optimisée pour la course d'endurance. Qu'est-ce que Jaguar a fait pour la rendre plus compétitive? Ils ont mis les bouchées doubles. Jaguar a créé une équipe dédiée à la compétition et a développé une version spéciale de la Type, la fameuse Lightweight E-Type. La Lightweight, une Type I allégée et conçue pour la course, si j'ai bien compris. Exactement. Pour gagner en performance, il fallait réduire le poids et améliorer l'aérodynamique. Jaguar a remplacé l'acier par l'aluminium pour la carrosserie, alléger l'habitacle et optimiser le moteur. On imagine le travail titanesque que cela a dû représenter. Est-ce que ces modifications ont porté leurs fruits? Est-ce que la Lightweight a réussi à s'imposer face aux Ferrari et autres bolides de course? Malheureusement, non. Malgré les efforts de Jaguar, la Lightweight E-Type n'a pas connu le même succès que sa grande sœur, la Type D. Elle a remporté quelques courses, mais n'a jamais réussi à s'imposer au niveau international. C'est dommage.
Mais est-ce que cet échec a remis en question la carrière sportive de la Type? Pas du tout. La Type a continué à courir, notamment grâce à des équipes privées qui l'ont adoptée. Elle est devenue une figure populaire des courses de voitures de tourisme et a même participé à des rallyes. C'est fascinant de voir comment la Type a su s'adapter à différents types de compétitions. Mais au-delà de la course, il y a un autre aspect qui me passionne, l'influence de la Type sur le design automobile. Ah oui, la Type I est une véritable icône du design. Ses lignes fluides, son long capot, ses phares sous bulles, elle a inspiré de nombreux designers et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. C'est vrai. On retrouve des éléments de la Type dans des voitures modernes sportives ou non. Mais qu'est-ce qui rend son design si particulier, si intemporel? Il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'aérodynamique. La Type I a été conçue par Malcolm Sayer, un ingénieur aéronautique qui a appliqué ses connaissances à l'automobile. On a lu qu'il s'était inspiré des avions de chasse pour dessiner la Type. C'est exact. Sayer a compris que la forme d'une voiture pouvait influencer sa performance, sa vitesse, sa stabilité. Il a donc travaillé sur la Type I pour qu'elle soit la plus aérodynamique possible, avec un minimum de résistance à l'air. Et on le voit dans ses lignes, cette fluidité, cette absence d'aspérité. Absolument. Mais l'aérodynamique n'est qu'un aspect du design de la Type I. Il y a aussi l'équilibre des proportions, l'élégance des lignes, la simplicité des formes. Tout est harmonieux sans fioritures inutiles. C'est vrai. La Type est une voiture qui respire la sportivité, la performance, mais sans agressivité. C'est une beauté naturelle intemporelle. Exactement. Et c'est ce qui explique son succès auprès du public. La Type est une voiture qui plaît à l'œil, qui suscite l'émotion. On comprend mieux pourquoi elle continue de fasciner autant de gens aujourd'hui. Mais au-delà de son esthétique, la Type a aussi apporté des innovations techniques qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Oui, on peut citer par exemple sa structure monocoque inspirée de l'aviation qui a permis de gagner en légèreté et en rigidité. Ou encore sa suspension arrière indépendante qui a amélioré la tenue de route et le confort. La Type était donc une voiture à la pointe de la technologie pour son époque. Tout à fait. Elle a repoussé les limites du possible et a inspiré d'autres constructeurs à innover. C'est passionnant de voir comment la Type a réussi à concilier performance design et innovation. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à explorer. On a parlé de son histoire, de sa carrière sportive, de son influence sur le design. Mais on n'a pas encore abordé les aspects techniques de la Type, les secrets de sa conception, les détails qui font d'elle une voiture exceptionnelle. Oui, il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. On va plonger au cœur de la mécanique de la Type, analyser son moteur, sa transmission, ses suspensions. J'ai hâte d'en savoir plus. On se retrouve très vite pour la suite de notre deep dive consacré à la Jaguar Type. Et voilà, on arrive à la dernière étape de notre voyage au cœur de la Type. Après avoir exploré son histoire, son design et sa carrière sportive, il est temps de se pencher sur ce qui se cache sous ce capot mythique. Oui, on a parlé de sensations fortes de performance, mais on a hâte de comprendre ce qui fait battre le cœur de cette bête. On sait que la Type était à la pointe de la technologie pour son époque, mais concrètement, quelles étaient ses innovations? La Type I, c'est avant tout une conception révolutionnaire pour l'époque, la structure monocoque. Imaginez, au lieu d'un lourd châssis séparé de la carrosserie, on a une coque autoporteuse légère et rigide qui intègre le plancher et les éléments structurels. C'est inspiré de l'aviation si je ne me trompe pas. Exactement. Jaguar avait déjà utilisé cette technique sur la Type D et ils l'ont perfectionnée sur la Type I. Cette structure a permis de gagner du poids, d'améliorer la rigidité et donc la tenue de route. Et en parlant de tenue de route, on ne peut pas passer à côté de la suspension arrière indépendante de la Type I. C'était une autre innovation majeure pour l'époque, non? Absolument. La plupart des voitures de l'époque avaient des essieux rigides à l'arrière, ce qui limitait le confort et la tenue de route. Jaguar a osé la suspension indépendante avec des triangles superposés et des ressorts hélicoïdaux. Ce qui a donné à la Type une agilité et un confort exceptionnels d'après ce qu'on a lu. Oui, la Type I était réputée pour son comportement routier à la fois sportif et confortable. Et puis, il ne faut pas oublier les freins à disque aux 4 roues. Encore une innovation. À l'époque, beaucoup de voitures avaient encore des freins à tambour moins performants et moins endurants. C'est vrai, Jaguar a été un pionnier en matière de freinage et la Type a bénéficié de cette expertise. Les freins à disque puissants et fiables étaient essentiels pour une voiture capable d'atteindre des vitesses aussi élevées. Et bien sûr, on arrive au cœur du sujet, le moteur. On sait que la Type a eu plusieurs motorisations au cours de sa carrière, mais le plus célèbre, c'est le 6 cylindres en ligne XK, n'est-ce pas? Le moteur XK, c'est une légende à part entière. Conçu par William Haynes juste après la guerre, il a d'abord équipé la XK 120, puis la Type S et la Type D. Un moteur double à arbre à cam en tête puissant fiable et avec une sonorité envoûtante. On a lu des témoignages de propriétaires qui parlaient de la musique du moteur XK. Oui, c'est un moteur qui a du caractère.
Sur la Tipeee, il a d'abord existé en version 3.8 LED, puis 4.2 LED, des moteurs capables de propulser la Tipeee à plus de 240 km/h. Impressionnant. Et ce moteur, il a évolué au fil des années, n'est-ce pas? Oui, Jaguar a constamment amélioré le moteur XK pour gagner en puissance, en fiabilité et en souplesse. Mais la plus grande évolution, c'est l'arrivée du V12 sur la série 3. Un changement radical. On passe d'un 6 cylindres en ligne à un V12. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Plusieurs raisons. D'abord, le marché américain demandait des moteurs plus puissants. Ensuite, les normes anti-pollution devenaient plus strictes et le V12, grâce à sa cylindrée plus importante, était plus facile à adapter. Et ce V12, il a donné un nouveau caractère à la Tipeee. Oui, la série 3 est plus puissante, plus coupleuse, mais aussi plus lourde. On perd un peu de la vivacité des premiers modèles, mais on gagne en confort et en onctuosité. Un autre choix qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la boîte de vitesse Moss. On en a déjà parlé, mais est-ce qu'on peut revenir sur ses particularités et pourquoi elle a autant divisé les passionnés? Bien sûr. La boîte Moss, c'est une boîte à 4 rapports robustes et fiables, mais avec une particularité, l'absence de synchronisation sur le premier rapport. Ce qui veut dire que pour passer la première à il fallait un certain coup de main. Exactement. Il fallait jouer avec l'embrayage, le régime moteur, pour éviter les craquements. Une technique qui demandait de la pratique et qui rebutait certains conducteurs. Et Jaguar a fini par abandonner la boîte Moss, non? Oui, sur les dernières Tipeee, elle a été remplacée par une boîte entièrement synchronisée plus facile à utiliser. Mais pour certains puristes, la boîte Moss fait partie du charme de la Tipeee. C'est vrai, on a l'impression que chaque détail de la Tipeee a une histoire, une anecdote, une particularité qui la rend unique. Absolument. Et c'est ce qui fait la magie de cette voiture. Elle n'est pas parfaite, elle a ses défauts, mais c'est ce qui la rend attachante humaine. On comprend mieux pourquoi elle continue de fasciner les passionnés et pourquoi elle est considérée comme une des plus belles voitures de tous les temps. C'est une voiture qui a marqué son époque, qui a inspiré des générations de designers et qui continue de faire rêver. Merci beaucoup pour toutes ces explications passionnantes. On a l'impression d'avoir fait un véritable voyage dans le temps et d'avoir découvert les secrets de cette voiture mythique. Merci à vous, j'espère que vous avez apprécié cette plongée au cœur de la Tipeee. Et un grand merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, d'avoir suivi ce deep dive avec nous. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours pour votre dose quotidienne d'histoire et de passion automobile.